Une statistique annonçait un effacement inéluctable, mais une seconde l'a démenté brutalement. En 3 ans seulement, sous Ibrahim Traoré, 10 projets majeurs ont surgi dans un pays que l'on disait sans marge, renversant l'idée même qu'un territoire enclavé devait rester immobile. Alors, que signifie pour toi ce renversement lorsque les chiffres cessent d'être abstraits et deviennent le signe qu'un pays peut réécrire sa trajectoire? Et si le véritable mouvement commençait précisément là où personne ne l'attendait? La promesse qui se dessine n'a rien d'un slogan. Elle repose sur une idée simple, presque brute, selon laquelle un pays s'y peut modifier sa trajectoire dès qu'il parvient à maîtriser ses leviers essentiels. Dans ce cadre, l'enjeu central devient mesurable. Transformer la souveraineté en capacité concrète à produire, alimenter, financer et protéger sans dépendre entièrement de structures extérieures. Cette perspective ouvre un bénéfice clair. 10 à 12 tuent, une autonomie capable d'amortir les chocs futurs. Elle redéfinit ce que signifie bâtir un développement durable dans un environnement où chaque vulnérabilité peut devenir une pression. D'un autre côté, la question de fond demeure. Que se passe-t-il lorsqu'un territoire jusque-là perçu comme fragile décide d'organiser sa progression plutôt que de la subir? Ce micro-hook souligne l'enjeu stratégique. Seules les nations capables d'aligner volonté politique, organisation locale et production réelle peuvent espérer stabiliser leurs institutions. Ainsi, la promesse véritable n'est pas la vitesse, mais la cohérence, avancer par étapes liées, là où chaque gain prépare le suivant et réduit l'incertitude qui freinait le pays depuis des années. Une accélération mesurée surprend même les observateurs prudents. En 3 ans, plus de 150 villages ont été électrifiés et près de 300 000 habitants ont vu leur quotidien basculer. Cette dynamique chiffrée constitue le premier indice d'une méthode organisée, bien plus structurée qu'on ne l'imaginait. Ensuite, le pays réoriente sa trajectoire autour d'un enchaînement logique plutôt que d'une addition de chantiers dispersés. Cet enchaînement devient la clé de lecture pour comprendre comment Ibrahim Traoré a transformé un contexte initial totalement contraint. Enclavement géographique, dépendance financière, infrastructures limitées, en une matrice capable de générer ses propres marges. Là où les bailleurs réduisaient leurs engagements, le pays a commencé à absorber sa propre demande. Production locale, énergie renouvelable, accès à l'eau, financement interne. Il est important de noter que ce basculement ne part pas d'une rupture spectaculaire, mais d'un mécanisme reproductible. Produire là où l'on importait, éclairer là où l'on improvisait, financer là où l'on attendait. Chaque projet sert de socle au suivant. L'usine agro-industrielle relance l'agriculture. L'électricité stabilise les écoles et les hôpitaux. Le barrage sécurise les saisons. La finance locale fluidifie les investissements. Les maillons s'imbriquent, transformant l'économie d'attente en économie d'action. Parallèlement, le pays cesse d'être uniquement un point du Sahel pour redevenir un acteur capable de décider de sa propre chronologie. Les infrastructures ne servent plus seulement à combler des manques, mais à générer un effet domino. Une route ouvre un corridor régional, une banque nationale libère la liquidité interne, une électrification apporte stabilité éducative. Si l'on change de perspective, on réalise que ce mini-révélateur chiffré n'est pas qu'un bilan. Il est le point de départ d'une méthode où chaque pourcentage devient un mouvement. Et c'est précisément ce mouvement, discipliné et cumulatif, qui prépare la suite de l'analyse. Au même moment, 2 trajectoires individuelles éclairent la portée très concrète de la méthode adoptée depuis 3 ans. La première apparaît dans l'atelier d'une industrie renaissante, une ouvrière, autrefois bloquée dans un cycle où ses récoltes ne trouvaient jamais de débouchés, découvre désormais un revenu stable grâce à une chaîne locale qui transforme ce qu'elle cultivait en un produit valorisé. Son geste, répétitif mais maîtrisé, illustre comment une infrastructure bien placée peut convertir une fragilité rurale en stabilité mesurable. D'un autre côté, dans un village électrifié récemment,
Un instituteur voit ses cours du soir reprendre après des années d'interruption. L'arrivée de l'énergie solaire assure une continuité qu'aucune lampe portative n'avait pu garantir. Les enfants restent plus longtemps à l'école, les parents réorganisent leur horaire et la communauté retrouve un rythme régulier. Ce micro-case met en lumière l'idée que la lumière ne sert pas qu'à éclairer. Elle étend le temps utile, donc la capacité d'apprendre. Un autre aperçu montre que Shisho commence ses récits individuels s'emboîtent dans un schéma plus large. La transformation ne commence pas au niveau national, mais dans les gestes répétés d'une communauté qui s'approprie ses propres outils. Là où l'économie attendait des signaux venus d'ailleurs, elle répond désormais à des infrastructures locales qui fonctionnent réellement. À ce stade, il devient clair que l'autonomie se mesure d'abord par ses effets sur la vie quotidienne. Avant 2022, tout semblait figé. Après 2022, la mécanique s'est emballée sans délai, illustrant un renversement, où chaque décision produit immédiatement un effet visible. Ce passage net du statique au codynamique constitue la rampe de lancement de la séquence voulue par Ibrahim Traoré, une séquence qui ne s'appuie pas sur des promesses, mais sur un ordre d'exécution précis. Kish Wat, Kao, Trao, Du, Chan. Au même moment, le premier déclencheur surgit d'une évidence brutale, la dépendance alimentaire. Pendant des années, le pays importait quitte à prix fort ce qu'il cultivait déjà. La production se perdait, l'industrie n'existait pas, les revenus agricoles stagnaient. Lorsque la filière locale a été relancée, le contraste était instantané. Les récoltes trouvent une transformation, les producteurs reçoivent un prix cohérent, et les flux qui s'évaporaient auparavant restent désormais dans l'économie nationale. Le pays passe d'un schéma de manque à un schéma de valorisation. D'un autre côté, le deuxième levier naît de la mobilité. Les routes vieillissantes imposaient des coûts logistiques disproportionnés et coupaient certains territoires de tout circuit commercial. La décision de réhabiliter un axe régional n'a pas seulement fluidifié les transports, elle a modifié l'équilibre des prix, réduit les délais et reconnecté les marchés. Chaque camion qui circule devient un multiplicateur d'activité. Chaque kilomètre restauré réactive une chaîne économique dormante. Il est important de noter que l'énergie intervient comme point d'inflexion. Les zones rurales, longtemps plongées dans l'irrégularité électrique, retrouvent une continuité rare dans la région. Les écoles prolongent leurs horaires, les centres de santé améliorent leurs urgences, les artisans stabilisent leur production. L'électricité agit comme un accélérateur transversal. Elle augmente la vitesse des services, réduit les interruptions et crée un environnement où le travail quotidien cesse d'être incertain. Parallèlement, l'eau restructure les équilibres. Là où les citernes improvisées rythmaient le quotidien, un réseau étendu rétablit une prévisibilité nécessaire. La disponibilité hydrique améliore l'hygiène, sécurise l'agriculture et réduit les risques sanitaires. Ce qui semblait un simple service devient un pivot de stabilité, car la constance de l'eau garantit la constance des activités. Un autre aperçu montre que Chote, comment la finance consolide l'ensemble. La circulation interne des dépôts renforce la liquidité. Les microcrédits donnent aux petites activités un accès direct au capital local, et les flux auparavant transférés hors du pays reviennent soutenir les investissements internes. Chaque ligne budgétaire nationale respire davantage. Chaque initiative entrepreneuriale trouve une marge qu'elle n'avait jamais eue. À partir de là, la séquence atteint son chaos très haut. Les projets, autrefois isolés, fonctionnent désormais en réseau. Un service soutient l'autre. Une infrastructure alimente la suivante. Une communauté stabilisée en entraîne une autre. Le pays cesse d'accumuler des chantiers. Il orchestre des enchaînements. Si l'on change de perspective, les du-champs apparaissent. Une montée progressive du revenu agricole, une baisse des coûts logistiques, une meilleure continuité dans les écoles et les hôpitaux, une circulation financière plus fluide. Rien n'est spectaculaire isolément, mais l'ensemble dessine une colonne vertébrale solide où l'action remplace l'attente. À ce stade, il devient clair que la ligne d'événements montre qu'en liant les projets,
Ibrahim Traoré transforme la vitesse en méthode. Le point de départ est clair. Avant l'arrivée d'Ibrahim Traoré, moins de 15% des villages disposaient d'une électricité stable, un niveau insuffisant pour soutenir des écoles, des soins ou une activité artisanale régulière. 3 ans plus tard, ce taux dépasse 48%, un delta qui ne raconte pas seulement une progression technique, mais une transformation de rythme collectif. Ce pourcentage signifie que des zones autrefois coupées du réseau fonctionnent désormais sans interruption grâce à l'énergie solaire installée par des équipes locales. Au même moment, un deuxième indicateur restructure l'analyse. Le barrage Ziga 2 stocke plus de 40 millions de mètres d'eau, une capacité qui sécurise la santé publique et stabilise l'agriculture saisonnière. Ce volume n'est pas un chiffre abstrait. Il garantit aux centres urbains une régularité hydrique que les citernes improvisées n'ont jamais pu offrir. Dans les zones rurales, il protège les cultures de la variabilité climatique et réduit la charge sanitaire liée aux maladies hydriques. Il est important de noter que ces deux données activent un troisième pivot. 60% des dépôts nationaux sont désormais rapatriés, créant une liquidité interne qui n'existait plus depuis des décennies. Ce rapatriement corrige une vulnérabilité structurelle. L'argent produit localement cesse d'alimenter des institutions étrangères et revient soutenir les PME, les coopératives agricoles et les micro-activités qui forment que la base réelle de l'économie burkinabé. Grâce à cette liquidité, les crédits circulent plus vite et les investissements gagnent en prévisibilité. D'un autre côté, lorsqu'on place ces 3 blocs, énergie, eau, finance, dans un même cadre, une logique se dévoile. La souveraineté n'avance pas par annonce, mais par mécanisme mesurable. L'électricité prolonge le temps utile des communautés, l'eau stabilise les cycles, la finance alimente la production. Moi, yetubak, kosan yetuketiep, tao tang chui linket, machukdai kwokzianai chuetungdatoi. Parallèlement, l'effet cumulatif apparaît dans les comportements sociaux. Les écoles, n'ayant plus à interrompre leurs cours, adaptent des horaires cohérents. Les centres de santé, mieux approvisionnés en eau, réduisent les ruptures de service. Les artisans, soutenus par une électricité continue, étendent leurs plages de production. Dans chacun de ces cas, la donnée brute ne sert pas d'ornement narratif. Elle est le moteur d'un changement pratique. Un autre aperçu montre que chaud et comment cette progression alimente une discipline collective. Les villages électrifiés organisent eux-mêmes la maintenance. Les agriculteurs ajustent les semis selon la stabilité hydrique. Les petites entreprises utilisent de la liquidité locale pour investir sans dépendre d'intermédiaires. Ce passage d'un modèle importé à un modèle auto-alimenté signale une montée en compétences internes, invisible, mais déterminante. À partir de là, la cohérence devient impossible à ignorer. Les chiffres ne décrivent pas seulement des infrastructures. Ils révèlent un système où chaque amélioration déclenche une chaîne d'effets. Autrement dit, under Ibrahim Traoré, la souveraineté cesse d'être une idée générale et devient un cycle opérationnel mesurable. À ce stade, il devient clair que les preuves chiffrées montrent qu'un modèle autonome peut vraiment se maintenir par lui-même. 2 critiques structurées reviennent régulièrement lorsqu'on évalue la trajectoire actuelle du Burkina Faso. La première soutient qu'un État enclavé ne peut soutenir durablement son appareil productif sans une aide extérieure massive, et que réduire cette aide reviendrait à retirer l'oxygène financier d'un pays déjà soumis à une forte pression logistique. La seconde affirme que le modèle d'autonomie financière construit depuis 3 ans reste trop fragile pour résister à un choc extérieur, estimant que la production locale, encore en consolidation, ne pourrait remplacer les flux importés en cas de tension. D'Atsang Hailapluan, on obtient une thèse cohérente. Sans ouverture forte, la croissance s'étouffe. Sans partenaires externes, la liquidité se contracte. Pourtant, ces arguments se heurtent à 3 données vérifiées sur le terrain. D'un autre côté, la première crainte, l'asphyxie financière, n'a pas été confirmée. Les recettes
agricoles ont progressé grâce à une transformation locale qui réduit la perte de valeur. En consolidant sa filière, le pays diminue mécaniquement la dépendance aux importations. Parallèlement, la deuxième critique, la fragilité interne, trouve une réponse directe dans la liquidité rapatriée. Avec plus de 60% des dépôts nationaux revenus dans les banques locales, les microcrédits circulent plus vite. Les PME stabilisent leur trésorerie et l'économie ne repose plus sur des institutions extérieures pour son financement de base. Un autre aperçu montre que la troisième inquiétude, celle de la logistique, est contredite par la réhabilitation d'axes stratégiques qui restaurent la fluidité commerciale. Un corridor régional en fonctionnement transforme une vulnérabilité en levier économique, élargissant les marges sans dépendre d'un acteur unique. Si l'on change de perspective, ces trois réponses ne nient pas le risque. Elles montrent qu'il avait été absorbé par des résultats mesurables. La méthode ne supprime pas les contraintes, elle réduit la zone d'imprévisibilité. À ce stade, il devient clair qu'un modèle autonome reste vulnérable. Il n'est plus dépendant. Et c'est précisément ce glissement qui redéfinit la solidité du pays. L'habitude change tout. Ce basculement discret marque le milieu du récit. Le moment où l'action cesse d'être une addition de chantiers pour devenir un réflexe collectif. Jusqu'ici, l'accent semblait placé sur les infrastructures. Mais le véritable point d'inflexion se situe ailleurs, dans la manière dont les communautés s'approprient les outils mis à leur disposition. Il est important de noter que la dynamique enclenchée sous Ibrahim Traoré ne se mesure plus seulement en kilomètres de route ou en volume d'eau, mais en comportements répétés. Des équipes locales assurent la maintenance sans attendre. Des ateliers apprennent à transmettre leurs compétences en interne. Des écoles prolongent les horaires dès que la lumière le permet. Ce sont ces gestes ordinaires, répétés sans instruction centrale, qui transforment la progression matérielle en culture durable. D'un autre côté, que les habitants modifient leur routine pour intégrer énergie, eau et production locale, Mot Hithong, moi suatien. Une autonomie qui se diffuse par imitation. Tongdo Yonyan, un outil réparé, un horaire prolongé, une production stabilisée, devient un maillon d'un changement plus profond. À ce stade, il devient clair que le pays n'applique plus un modèle. Il en fabrique un. Les effets visibles du modèle impulsé par Ibrahim Traoré ne se lisent pas seulement dans les chantiers terminés, mais dans la manière dont 4 groupes clés voient leur quotidien se transformer. Tong, Nyom Fanung thermologique rien, Nyung Tatka Kongchotei Motuen Dongchung. L'autonomie n'est pas théorique, elle se matérialise. 1. Les ménages. Il est important de noter que les foyers perçoivent les changements d'abord par les dépenses qui diminuent. L'arrivée d'une énergie régulière réduit la part du revenu consacré aux solutions temporaires comme les générateurs ou les lampes à carburant. L'accès plus fiable à l'eau limite les coûts médicaux liés aux pathologies courantes. Parallèlement, l'allongement du temps utile dans la journée augmente la capacité d'étude et de travail. Les familles, autrefois enfermées dans l'imprévisibilité, retrouvent une stabilité qui leur permet de planifier des dépenses sur plusieurs mois. 2. Les PME et petits produits commerçants. D'un autre côté, l'écosystème entrepreneurial se renforce. Les petites structures, longtemps freinées par la volatilité des coûts logistiques, bénéficient désormais de trajets plus courts et de marges plus cohérentes. Les microcrédits, appuyés par une liquidité locale accrue, permettent d'acquérir machines, stocks ou équipements qui étaient autrefois inaccessibles. Cette fluidité transforme les PME en maillons actifs, tant qu'ici d'un réseau productif national, au lieu d'être de simples survivants économiques dépendant des conditions extérieures. 3. Les agriculteurs. Un autre aperçu montre que dès comment les producteurs ruraux changent d'échelle. La régularité hydrique favorise des cycles agricoles moins aléatoires, tandis que les axes routiers facilitent l'arrivée des intrants et l'écoulement des récoltes. Une activité qui vivait au rythme de la perte, retard, gaspillage, absence de transformation,
trouve une cohérence grâce à un environnement stabilisé. Les exploitations se projettent sur plusieurs saisons. Va Suchu Dongnai Taora Mo Vangton Rouen Mo. Chanteur, transformer, vendre et réinvestir. 4. Le Sahel et l'environnement régional. Si l'on change de perspective, le mouvement ne s'arrête pas aux frontières nationales. Dans plusieurs plaines du Sahel, la continuité énergétique et l'amélioration des infrastructures attirent des délégations venues observer un modèle qu'on croyait impossible à reproduire. Les écoles adoptent un double horaire, les coopératives locales réorganisent la production et les municipalités commencent à intégrer les outils gérés localement. Le pays, autrefois simple observateur régional, devient un pôle d'apprentissage pratique pour ses voisins. À partir de là, mot cohérence apparaît nettement. Chaque groupe voit une amélioration différente. Toutes convergent vers la même logique. La stabilité infrastructurelle crée une stabilité sociale. Et cette stabilité sociale renforce la capacité de production. À ce stade, il devient clair que les effets réels prouvent que l'autonomie devient un système, pas un slogan. Vachindiodo Dinhin la Vité du Burkina Faso. 3 trajectoires crédibles se dessinent pour les 12 prochains mois, chacune dépendant du degré de discipline interne et de la manière dont les acteurs régionaux ajustent leur propre stratégie. Ensuite, le pays entre dans une phase où la cohérence sera plus déterminante que la vitesse. Scénario de base. Si la gestion budgétaire reste ciblée, la stabilité institutionnelle continue de neutraliser les imprévus majeurs. Alors la croissance se maintiendrait dans une zone modérée. Les infrastructures d'Owaspisi déjà posées fonctionneraient comme amortisseurs naturels, garantissant une continuité minimale, même en cas de pression extérieure. Les services essentiels, énergie, eau, finances locales, resteraient assez robustes pour absorber les à-coups. Tao Ramo Kuidao Tiancham, Nyungchak. Scénario optimiste. Si la coordination régionale s'intensifie, notamment avec des partenaires sahéliens cherchant eux-mêmes à renforcer leur autonomie, un corridor économique élargi pourrait émerger. Dans cette configuration, les échanges agricoles prendraient de l'ampleur, les PME gagneraient des débouchés transfrontaliers, et les collectivités locales adopteraient plus facilement des pratiques de gestion inspirées du modèle burkinabé. Un tel mouvement créerait un cercle vertueux où stabilité interne et intégration régionale se renforcent mutuellement. Scénario tendu. D'un autre côté, si les pressions extérieures augmentent, restrictions logistiques, fluctuations de marché ou tensions politiques régionales, alors la croissance risquerait de ralentir et certaines filières sensibles pourraient tenter de se contracter. Tunienne, la présence d'infrastructures essentielles réduirait l'ampleur du choc, permettant au pays de maintenir une base fonctionnelle. Le risque ne disparaît pas, il devient gérable. L'autonomie acquise sert d'amortisseur, pas de garantie absolue. Si l'on change de perspective, ces 3 chemins ne sont pas des prédictions, mais des conditions. Si la discipline se maintient, alors l'autonomie s'élargit. Si l'intégration augmente, alors la croissance s'accélère. Si la pression monte, alors la résilience interne absorbe une partie du choc. À ce stade, il devient clair que l'avenir dépend moins d'une promesse que de la capacité à maintenir la cohérence du modèle. Tung Byukmo. Dans cette phase du récit, l'enjeu cesse d'être purement national. Il touche directement celles et ceux qui observent les transformations du Burkina Faso depuis des réalités très différentes. Mỗi nhóm nhìn thấy một điều riêng, nhưng tất cả đều phản chiếu cùng một thông điệp. Lorsque les services essentiels fonctionnent, la société se remet en mouvement. Pour les jeunes d'Afrique de l'Ouest, le modèle burkinabé devient un miroir inattendu. L'électricité qui stabilise une école, la finance locale qui soutient une petite activité, la réorganisation communautaire qui prolonge le temps utile. Tadka Choteran, le développement ne dépend pas forcément d'un acteur lointain. D'un autre côté, ce cadre envoie un signal clair. Bâtir localement n'est pas une illusion. Mala Mokinang Kotehok, reproduire et adapter.
Un premier goi-i s'impose. Observer ce qui fonctionne, puis Tunyim à échelle réduite dans sa propre communauté. Pour les lecteurs européens et les observateurs extérieurs, une autre lecture apparaît. Le Burkina Faso, longtemps présenté comme vulnérable, offre désormais un cas concret de résilience organisée. La cohérence institutionnelle, la montée en compétences locales et la stabilisation des services essentiels deviennent des repères permettant de comprendre comment un territoire en tension peut retrouver de la lisibilité. À partir de là, un second goi-i se dessine. Comparer moins les discours que les mécanismes et identifier quelles pratiques pourraient améliorer les partenariats futurs. Si l'on change de perspective, ces Haitang Kongchung perçoivent la même idée sous deux angles opposés. L'un y voit une possibilité d'agir, l'autre une manière d'apprendre. À ce stade, il devient clair que la transformation n'inspire pas seulement, elle réoriente la manière dont chacun imagine ce qui est possible. La méthode mise en place sous Ibrahim Traoré peut être lue comme une feuille de route reproductible, structurée autour de quelques étapes, qui transforment une intention politique en mécanique opérationnelle. Tong be kong tak roignao, chak endong medung cho hendong tiepteo. Mon, identifier les besoins vitaux, c'est le point de départ. Déterminer ce qui conditionne la stabilité. Énergie, eau, finances locales, mobilité, services essentiels. Tudor, les priorités deviennent lisibles et le pays évite la dispersion dans des projets sans impact direct. 2. Former localement. Il est important de noter que la montée en compétences internes n'est pas un supplément, mais l'anentang vonhagne. Ingénieurs, techniciens, équipes communautaires apprennent à maintenir, réparer, transmettre. Cette autonomie technique réduit les interruptions et stabilise la continuité des services. 3. Relier les projets. D'un autre côté, Mokongtrin Ringley n'écrée pas un système. Énergie, production, eau, santé, finances, logistique. Chaque infrastructure doit back-causant une autre pour éviter l'effet îlot isolé. C'est ce maillage qui transforme la somme des chantiers en réseau opérationnel. 4. Mesurer et corriger. Les bilans réguliers deviennent un outil central. Mesurer ce qui fonctionne, ajuster ce qui bloque, éviter la dérive des coûts. Une correction appliquée à temps vaut plus qu'un projet supplémentaire. 5. Étendre par l'exemple. À partir de là, Kakmo Ignan de Knionrong. Un village formé peut en former un autre. Une équipe compétente peut transmettre. Une méthode documentée peut se dupliquer. Le modèle s'étend Konfai Bankoyu, Ma Bangtauta Klaplai. À ce stade, il devient clair qu'une autonomie durable naît d'un système qui s'ajuste, pas d'une annonce. Dans les derniers instants du récit, les chiffres s'effacent et les visages reprennent leur place. On revoit Mariam, non pas pour répéter son histoire, mais de Ninte, Diodataïdo et autour d'elle. Une chaîne de travail plus stable, des gestes maîtrisés, un environnement où la valeur ne se perd plus en route. C'est cette continuité silencieuse, née d'une infrastructure qui fonctionne vraiment, qui raconte mieux que tout la portée du chemin entrepris sous Ibrahim Traoré. Au même moment, la lumière du programme Yellen, évoqué plus tôt, n'est plus seulement un symbole technique. Elle devient l'image d'un territoire qui apprend à maintenir son propre rythme. Les réunions du soir, les cours prolongés, les ateliers qui ne s'arrêtent pas plus à la tombée du jour. Tatka Fangchio Mudio. Himokongdong Namchakonku Koming, elle cessait d'attendre l'extérieur. Si l'on change de perspective, ces motifs récurrents, produire localement, éclairer durablement, s'organiser collectivement, révèlent une vérité simple qui dépasse les infrastructures. La souveraineté commence par un geste répété. À ce stade, il devient clair que l'émotion ne vient pas des résultats spectaculaires, mais des milliers de gestes modestes, alignés vers une direction commune. Au terme de ce parcours, le récit ne cherche ni triomphalisme, ni adhésion forcée. Il pose simplement une idée sociale.
Lorsqu'un territoire apprend à stabiliser ses services essentiels, il produit plus qu'une amélioration matérielle. Il crée un langage commun. Ce langage relie les villages éclairés aux ateliers en activité, les écoles réorganisées aux petites entreprises qui reprennent souffle. Au même moment, une symbolique nouvelle apparaît, celle d'un pays qui teste sa propre capacité d'action au lieu de s'en remettre exclusivement à l'extérieur. Les infrastructures deviennent des points d'appui, les compétences locales des vecteurs, et la cohérence collective un horizon partagé. Il est important de noter que cette dynamique n'appartient pas qu'au Burkina Faso. Elle offre un repère à quiconque cherche à comprendre comment un territoire, même contraint, peut reprendre la main en reliant ses efforts. Alors, dans ta réalité, qu'est-ce qui pourrait devenir le premier geste d'un changement durable ?